Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demar et tous les matins de 10h à 11h, je présente les Cannes techniques de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Anne Gibour qui a réalisé le montage son du film du film Anne du Barry réalisé par Maïwenn, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes hors compétition. La post-production son a été réalisée chez Polisson, post-production, avec qui, Anne, vous êtes associée. Bonjour Anne. Bonjour Alexia. Alors Anne, vous aviez déjà travaillé avec Maïwenn pour le film ADN. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ce nouveau projet vous a été présenté ? Alors moi j'avais déjà entendu parler de Jeanne Dubarry quand je travaillais sur ADN parce qu'il était en recherche de financement. Alors ça m'a été présenté de plusieurs manières différentes, à savoir que c'était tout d'abord un film d'époque, que c'était une histoire d'amour et qu'on suivait aussi le parcours de cette femme au destin quand même assez incroyable et atypique qu'une femme du peuple puisse accéder comme ça au pouvoir. Voilà. Donc c'était le destin de cette femme. Voilà. Et est-ce qu'il s'agissait de votre premier film d'époque ? Non, c'est le 3e film d'époque sur lequel j'ai travaillé. Donc, j'avais travaillé sur Coco avant Chanel d'Anne Fontaine et sur L'homme qui rit de Jean-Pierre Améris avant. Et c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout les films d'époque comme un film contemporain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des défis qui sont liés à ces sujets atypiques? En fait, c'est que d'une manière très simple, c'est qu'on n'a aucun enregistrement de cette époque-là. Donc, il faut évidemment tout recréer, donc à savoir la nature, à savoir quand on est en ville, et à savoir pour tout ce qui est figuration, que ce soit par exemple dans des scènes de groupe ou dans des scènes de ville, tout simplement quand il y a des gens dans la rue. On ne sait pas du tout la même ambiance, évidemment, maintenant qu'il y avait à l'époque. Donc, il y a d'abord tout un travail de recherche, de savoir comment ça se passait à l'époque, et d'essayer de recréer, avec les sons qu'on a actuellement, de recréer ce son d'époque. Est-ce qu'on peut revenir un peu spécifiquement sur votre travail ? À quel moment de la chaîne de production est-ce que vous intervenez ? Et à partir de quand vous commencez à travailler avec les autres membres de l'équipe pour travailler le son Alors nous, techniquement, vraiment, donc il y a le tournage, après il y a le montage image et après il y a le montage son. Donc souvent on est aussi en parallèle du montage image parce que c'est souvent des temps un petit peu longs. Et ça dépend des films, souvent on travaille dès le tournage ou avant, ou si on a des choses spécifiques à demander sur le plateau, où on essaye de travailler avec l'ingénieur du son quand on a des demandes spécifiques, comme des sons seuls, ou comme là, comme ça se situe à Versailles, d'avoir aussi des sons vraiment spécifiques de ce château, pour essayer de recréer au mieux l'ambiance, les effets qu'il y avait qu'il y a dans un lieu particulier. Et est-ce qu'on peut parler de ce que vous avez dû demander là, dans le cadre du travail de Jeanne Dubarry, quel a été votre rapport avec l'équipe, avec l'ingénieur du son et les prises de son qui ont été faites Alors il y a toute une partie, tout à fait, qui a été fait lors du tournage avec donc Nicolas Provost, qui est l'ingénieur du son, donc qui avait fait toute une partie de tout ce qui était des déplacements, des portes, de la figuration. Et nous aussi, on a eu la chance après en post-production, parce qu'on avait, comme le film se passe quasiment entièrement à Versailles, on manquait aussi un petit peu de choses. Et comme on avait aussi qu'on avait le film aussi monté, on savait exactement ce dont on avait besoin. Et donc, on a eu la chance de pouvoir aller enregistrer des sons à Versailles. Donc, on a eu 4 heures de prise de son seul à Versailles. Donc, c'était un moment assez magique. Où on avait un guide qui nous emmenait de salle en salle, où on a pu refaire des portes, des déplacements, on a fait aussi des voix, des horloges, voilà. Donc des horloges qui sont des horloges d'époque. Qui étaient effectivement des horloges d'époque, et qui fonctionnent encore. Voilà. Donc il y a dû avoir une prise de son. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont ça s'est passé à Versailles ? Quel type Versailles, c'est très grand. Est-ce que vous avez fait ces prises de son dans des endroits
il n'y avait pas trop de nuisances sonores extérieures? Bah c'est ça. Et en fait, il fallait aussi trouver, parce que Versailles, c'est quand même dans un couloir aérien. C'est aussi un château qui accueille du public. Donc même si le public était plus là, il y a effectivement de la ventilation. Donc il fallait quand même trouver dans toutes les pièces. On ne pouvait pas avoir un son, parce que c'est vrai qu'on était quand même en recherche d'avoir un son le plus pur possible pour ne pas être gêné par les ventilations, les bruits extérieurs, les voitures électriques qui passent pour quand même amener des gens. Enfin voilà, les travaux. Il y a aussi beaucoup de travaux actuellement. Donc voilà, on était un peu entre deux, voilà, à la recherche d'un endroit le plus calme possible. Et après, on avait quelqu'un qui connaissait très bien le château, qui nous guidait à travers les différentes chambres et pièces du château. Voilà, en nous disant là c'est bien. Il y avait les volets aussi qu'on a pu faire. Et là où vous avez enregistré les sons, c'est là où il y a également eu les prises de vue dans le film, où vous avez réalisé des sons dans des endroits qui n'ont pas forcément après servi lors du tournage? Non, ils n'ont pas pu tourner entièrement. Enfin voilà, tous les extérieurs ont vraiment été faits à Versailles. Après, il y a pas mal d'intérieurs qui ont été refaits en studio. Voilà, donc nous, par contre, on a eu accès aux vraies pièces de Versailles. Voilà, donc c'est vrai que ça nous aidait aussi pour se rendre compte de l'acoustique, pour se rendre compte voilà, de la taille des pièces. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, même pour le montage son, d'aller faire ces prises. Voilà. Et quelle a été la différence pour vous au moment du montage son entre les prises qui avaient été faites en studio et les prises qui ont été faites en extérieur à Versailles? Est-ce qu'il y a des choses qui ont différé c'est vrai que quand les prises de son quand le plateau est fait en studio, c'est beaucoup plus maîtrisé techniquement. Parce que on peut mettre, c'est plus maîtrisé acoustiquement, ils peuvent traiter les plafonds, les choses comme ça, alors qu'à Versailles, on peut pas forcément poser des choses au mur, comme vous l'imaginez bien, ou même sur le sol. Donc c'est vrai que c'est un peu plus simple après pour nous, pour les voix quand c'est fait en studio. Parce qu'on a des choses un peu plus propres que quand c'est voilà, mais après on s'arrange toujours. Maintenant on a quand même des outils très performants pour nettoyer. Voilà, donc on s'en accommode, voilà, toujours. Et donc là, c'est en termes de préparation, comment vous avez travaillé pour essayer de reconstituer ces sons d'époque? Est-ce que vous avez été accompagné? Alors déjà, avant de commencer, quand même, on essaie de se renseigner, on lit des livres, savoir un petit peu comment ça se passait dans la cour de Versailles, le nombre de personnes, ce qui se racontait, comment était la nature, comment ça se passait dans les villes, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait de la basse-cour dans les villes, est-ce qu'il y avait des calèches, donc on essaye quand même un peu d'être au plus juste historiquement. Et après, là, on a eu la chance d'avoir un historien qui nous a vraiment aidé pour tout ce qui était toutes les voix qu'on a réenregistrées de figuration, pour savoir ce qui se racontait à l'époque. Par exemple, quand on a des grosses scènes, quand il y a Jeanne du Barry, par exemple, qui est présentée au roi, de savoir ce que les gens se racontaient avant l'arrivée d'une favorite. Aussi dans les salons, savoir les choses spécifiques, ce que les gens pouvaient se raconter, et aussi un peu le ton, les expressions de l'époque. Donc on a eu la chance de pouvoir parler à cet historien-là, et qui nous avait aussi beaucoup guidés pour les scènes de chasse à courre, savoir comment les gens s'interpellaient, quel type de voix, comment ils s'interpellaient les uns les autres. Donc ça, c'était aussi très, très intéressant et instructif. Voilà. Et pour les scènes d'extérieur, est-ce que vous aviez des choses déjà prêtes de votre côté? Est-ce que vous avez dû réaliser des prises de son différentes qui n'étaient pas dans votre banque? Non, alors ça, j'ai travaillé principalement avec des choses que j'avais déjà. Et c'est vrai que la recherche a vraiment été de rechercher les sons les plus purs possibles, sans nuisance sonore, pour avoir le moins de choses anachroniques, que ce soit... sans parler des avions, même un fond de circulation, ou même des oiseaux qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, par exemple comme des perruches, des choses comme ça. Enfin, là, tout ce qui pouvait on cherchait vraiment avec le moins de fond, le moins de choses dérangeantes possibles. Voilà. Et
Dans ce genre de projet, entre réalité historique et la partie artistique, où est-ce que vous arrivez à mettre un petit peu le curseur pour essayer de répondre au mieux aux exigences du réalisateur et en même temps, on l'a bien compris, une ambition de la part de Maïwenn de réaliser les sons qui soient le plus proches de la réalité historique. Ah bah là, après, nous, c'est vrai qu'on prépare toujours des choses pour coller à la réalité historique. Et après, on raconte une histoire. Donc nous, sur chaque scène, effectivement, on parle avec Maïwenn pour savoir qu'est-ce qu'elle veut raconter exactement. Et des fois, on a besoin de réalisme et des fois, pas du tout. Donc, c'est vrai que des fois, il y a 2 scènes qui vont se passaient dans Paris. Il y en a une où on a vraiment envie d'être dans quelque chose de très réel. Donc, on va entendre des sons de calèches, de basse-cour, de chiens, de cloches, enfin, ou autre. Et après, la scène suivante, c'est une scène qui est beaucoup plus intime. Et pourtant, elle est censée se passer dans Paris aussi, dans les rues. Et là, on a beaucoup plus perdu tout ce qui était ambiance parce qu'on voulait rester vraiment dans quelque chose d'intime, de rester avec les personnages. Donc, de toute façon, ce qui prime, c'est ce qu'on raconte et c'est les émotions qu'on veut faire ressentir. Donc, c'est vraiment toujours, on fera toujours passer ce que veut le réalisateur en premier. Et il y a la réalité historique, mais il y a vraiment l'histoire qu'on raconte en premier lieu. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler un peu de... Il y a beaucoup de scènes avec de dîners, de soirées mondaines, avec énormément de figurants qui chuchotent. Et en même temps, au milieu de tout ça, on a des discussions très intimes qui sont mises en avant. Comment vous avez travaillé tout ça, cette complexité entre ce bruit d'ambiance avec tous ces chuchotements et en même temps... après ce décalage avec les moments où on devait vraiment percevoir, que ce soit perceptible, audible, la conversation de certains personnages entre eux. Oui, alors ça, il y a eu des scènes qui ont été assez complexes, parce que c'est vrai que c'était des scènes qui ont été tournées dans des lieux sublimes, très grands, donc avec beaucoup de réverb, et avec une figuration qui chuchote et aussi les personnages principaux qui chuchotent. Et donc là, c'est vrai, quand on regardait ça, on s'est dit, bon, comment on va faire pour s'en sortir ? Donc là, on a beaucoup réfléchi aussi avec Eric Tisserand, le mixeur, qui est repassé après avec nous pour garder ces chuchotis. Et donc, on a beaucoup traité pour vraiment enlever tout ce qui était réverb pour quand même comprendre ce que racontaient les personnages, parce qu'au début, on comprenait rien, en fait. Voilà. Et après, de recréer une réverb de ce lieu-là. Mais c'est vrai que c'était... Maïwenn tenait vraiment beaucoup à qu'il y ait toute cette cour qui chuchote et qui manigance derrière Jeanne. Mais il fallait quand même qu'on comprenne dans ces lieux quand même très grands et très réverbérés. Ouais. Et ça a été un défi technique. Comment vous... C'était un peu un petit défi technique, où on a beaucoup traité les voix en enlevant comme ça, parce que c'est vrai que maintenant on a des outils, on a pas mal d'outils qui permettent d'enlever de la réverb, mais qui aussi détruisent le son. Donc c'était à la fois enlever cette réverb, mais tout en gardant de l'intelligibilité et sans non plus détruire le son. Donc on naviguait toujours, on a fait pas mal d'essais. Au niveau des jeux d'acteurs, des costumes, est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû réaliser, les costumes qui peuvent faire parfois beaucoup de bruit, surtout les robes des actrices. Est-ce que ça a été aussi un défi supplémentaire pour vous, le traitement de ces bruits parasites-là ? Alors ça s'est surtout passé au niveau du tournage, ça, où l'ingénieur du son, ça je crois, il passe vraiment avant, avec l'équipe costume à l'atelier. Et moi j'en avais discuté avec lui justement pendant le tournage, et il me disait qu'en fait il était passé qu'assez vite il avait pu trouver des solutions avec les femmes et les hommes aussi, qui avaient toujours soit un collier, soit un décolleté, où il arrivait comme ça à placer des HF sans trop de difficultés. C'est vrai que par rapport
on n'a pas eu de difficultés particulières et que les HF ont très bien fonctionné sur... Voilà, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Et est-ce qu'on peut parler un peu de vos principaux collaborateurs avec quelles personnes vous avez collaboré le plus sur ce travail de la pré-production jusqu'à la post-prod? Oula, on travaille avec quand même pas mal de personnes. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment la monteuse image avec laquelle on est toujours, nous, énormément en relation parce que c'est elle qui a vraiment les mains dans la matière, c'est elle qui a passé énormément de temps avec Maïwen, qui connaît très bien les rushs, qui connaît exactement ce que veut la réalisatrice. Donc c'est vraiment sur chaque séquence, moi je faisais un point avec elle, savoir vraiment comment il fallait aborder la séquence, si c'était vraiment quelque chose de réaliste, si vraiment justement on était dans l'intime, si on était vraiment que dans le dialogue, ou si au contraire c'était quelque chose de très musical, ou est-ce qu'on était un peu plus dans les effets, de comment aborder cette séquence-là. Après, moi, il y a aussi quelqu'un qui m'a aidé aussi au montage son, Grégoire Chauveau. Donc évidemment, avec lui, on communique tous les jours, on se fait écouter des choses et on travaille ensemble. Avec Katia Boutin, qui a monté les paroles, où là, effectivement, on se parle aussi quotidiennement, on s'échange les choses. Elle me parle de ses difficultés vraiment sur, par exemple, certaines séquences à bien ressortir. Où moi, je dis, cette partie-là, moi j'aimerais bien, par exemple pour les séquences de chevaux, est-ce que tu peux peut-être mettre un petit peu plus de niveau, qu'on puisse un peu plus jouer avec les effets ou avec les figurations quand c'est les grosses scènes de groupe. On a aussi beaucoup travaillé avec le bruiteur. Grégory Vincent, où là il fallait son gros défi à lui, c'était aussi tout ce qui était pas dans les châteaux où vraiment ils avaient des énormes, des chaussures, de retrouver le poids, les chaussures, comment recréer tous ces et les costumes de l'époque, cette matière quand même spécifique. Puis après évidemment avec le mixeur Eric Tisserand où on se fait écouter les choses où après moi je suis là pendant toute la durée du mixage et où on échange sur le son du film, ce qu'on veut faire passer comme émotion. Voilà. Et avec l'historien, est-ce qu'il y a des choses qui vous a expliqué, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre travail réalisé avec l'historien, un peu plus en détail sur les choses qu'il a pu vous apporter? En fait, nous on avait fait avant de l'appeler, on avait fait aussi toute une liste des séquences où on avait besoin de lui. Pour qu'il nous indique, par exemple aussi des noms de personnages de l'époque, qu'on ne soit pas toujours avec les mêmes, donc avec le conte. Alors j'ai oublié depuis lesquels contes manigancés avec quel autre. Donc ça c'est pour toutes les scènes de groupe. Il y a aussi toutes les scènes au début aussi où ils sont dans où Jeanne est courtisane, où ils sont dans des salons. Et où on voit les gens parler entre eux, et donc c'était vraiment savoir qu'est-ce qui se racontait à l'époque dans les salons, les expressions qu'ils avaient, la manière aussi de parler, parce que c'est vrai que on peut pas utiliser c'est vrai que tout ce qui est figuration sur un film d'époque, on est quand même vraiment quasiment obligé de le refaire systématiquement parce que on parle pas maintenant comme on parlait à l'époque. Donc il faut aussi vraiment recréer cette manière de parler, les expressions et sur chaque séquence, il se passe évidemment pas la même chose. Donc on est un peu Donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 16 comédiens en post-synchro, qu'on a eu toute la journée. Donc sur chaque séquence, on leur réexpliquait en nous disant ce que l'historien nous avait dit de ce qu'il pouvait se raconter à l'époque, que ce soit dans les salons, que ce soit à la cour de Versailles, que ce soit dans les repas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué, que vous avez dû un petit peu
travaillé en imaginant ce que c'était, mais sans avoir de certitude d'un point de vue historique? C'est plus là, ouais, tout ce qui est nature. Où, du coup, là, on s'imagine un peu que c'est comme ça, voilà, parce que c'est vrai qu'autant à l'image, voilà, on a des tableaux qui témoignent des costumes, des décors, autant au son, autant vous dire qu'au XVIIIe siècle, on savait pas exactement, on n'a pas d'enregistrement, voilà. Donc c'est plus en lisant un petit peu savoir ce qu'il y avait comme, voilà, ce qu'il y avait comme voilà, animaux dans les villes et dans les campagnes. On imagine qu'il y avait voilà, certains insectes, mais on n'en est pas sûr non plus à 100%. Donc voilà, c'est plus dans les lectures qu'on a faites de savoir. Voilà, on était aussi voilà, dans nos recherches tombé sur un groupe de recherche à Lyon qui avait essayé de recréer comme ça l'ambiance, mais c'était plus dans les villes, mais pas dans les campagnes, de savoir justement le son des villes au XVIIIe siècle. Voilà, donc on est tombé comme ça sur 2-3 choses assez marrantes et où on s'est un peu inspiré aussi. Voilà. Et concernant les musiques, est-ce qu'elles sont également fidèles à une réalité historique ? Alors, je sais que Maïwenn a beaucoup travaillé là, avec son compositeur Steven Warbeck, en essayant vraiment d'utiliser les instruments de l'époque. Et à savoir aussi, dans tous les salons, il y a plusieurs séquences où il y a des salons de jeu. Et où vraiment il y avait ou certaines séquences de repas où il y avait des musiciens qui jouaient. Et donc elle a recréé ça avec Steven, d'avoir vraiment aussi des musiques qui sont jouées sur place avec les instruments d'époque, avec les thèmes de l'époque, voilà, avec l'instrumentation de l'époque. Et vous, est-ce que vous avez rajouté des choses en musique, dans les villes, j'ai mis 2-3 voilà, musiciens qui jouent hors champ dans la rue, mais pas. Non, ça c'était vraiment le musicien qui s'est vraiment entièrement occupé de ça. Après moi, c'était de manière très plus ou anecdotique d'avoir un musicien dans la rue qui joue, mais sinon, c'est vraiment le musicien qui s'est entièrement occupé de ça. Voilà. Et quand vous rajoutiez ces petites séquences-là, même si est-ce que c'était des musiques d'époque ? Comment vous choisissiez ces morceaux ? Alors c'est pas vraiment des morceaux, moi c'était des choses que j'avais moi en sonothèque qui avaient été enregistrées dans des rues où c'était c'était un petit flûtiste qui jouait et qui jouait un peu de manière 18e siècle, voilà, mais c'était c'est pas quelque chose qui est gros plan du tout, c'est à peine perceptible quand on écoute quand on regarde le film, donc voilà, c'est Et est-ce que vous pouvez un peu selon vous, quelle a été la scène la plus compliquée, le principal défi technique sur le film de Maïwenn ? Plusieurs, peut-être. Bonne question. Je pense que techniquement, là, la scène la plus compliquée, c'était la grosse scène de repas où tout le monde chuchote. Je pense que voilà. On peut peut-être expliquer un petit peu pour les gens qui l'auraient pas encore vu. En fait, c'est une scène c'est la scène dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est une séquence qui se passe dans un énorme lieu. Très réverbéré et où les gens chuchotent, manigancent et Jeanne arrive avec le roi, et donc tout le monde chuchote en même temps. Mais il y a quand même des choses qu'il faut qu'on sache pour la narration du film, mais avec aussi toute cette faune qui manigance voilà, autour d'elle. Voilà. Après, les autres séquences compliquées, pas toutes en fait. C'était c'est toutes les scènes de figure quand même qui prenaient quand même vraiment pas mal de temps, où il fallait quand même qu'on recrée voilà cette masse dans la cour de Versailles, où on voit vraiment toute cette tous ces gens qui parlent et qu'on ressente un peu cette animosité qu'il y avait contre Jeanne du Barry, voilà. Que ça serve la narration. Voilà, que ça serve la narration, voilà.
Par rapport au film ADN, sur lequel vous avez également travaillé, est-ce qu'on peut faire un comparatif est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, quel que soit le sujet du film, et en quoi ça a été différent là par rapport à la... Tous les films sont toujours bien évidemment différents. Après, ce qui est toujours... ce qu'on recherche toujours, c'est quelle émotion on veut faire passer, que ce soit dans un film d'époque ou dans un film contemporain. Il y a effectivement le décor, ce qui se raconte, et nous, surtout ce qu'on veut faire ressentir, qu'est-ce qu'on raconte au son sur chaque séquence, quelle émotion on veut faire passer, est-ce que c'est l'intimité, est-ce que c'est quelque chose de réaliste, est-ce qu'on est très musique, est-ce qu'on veut être emporté, voilà, donc c'est tout ça qu'on veut faire ressentir aux spectateurs. Voilà. Donc, Et tout à l'heure, vous parliez de votre travail avec la monteuse image. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur cette collaboration qui, je pense, a été assez importante ? Ouais, c'est vraiment souvent eux qui nous font vraiment la passation entre le tournage et nous qui arrivons, et après qui allons passer au mixage. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment une relation très particulière avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ils savent toujours exactement dans la narration ce qu'il faut raconter. Voilà, et c'est vraiment eux qui nous servent de guide, je dirais, en plus du réalisateur. Donc parce qu'ils ont vraiment construit le film avec eux, ils sont depuis des semaines, des fois des mois, avec la matière entre les mains. C'est souvent eux aussi qui savent, qui mettent en place les moments de début, de fin de musique. Donc c'est vrai que c'est vraiment des collaborateurs privilégiés pour nous en montage son. Voilà. Par rapport aux prises que vous aviez réalisées à Versailles, est-ce que après, au moment de la post-production, il y a des choses qui vous ont manqué ? Est-ce que finalement, le travail de préparation a été suffisant pour pouvoir reconstituer bien l'ambiance ? Ce qui s'est passé, ce qui était pas mal, c'est qu'en fait, donc j'avais déjà eu toute une partie de son sol qui avait été faite sur le tournage. On a commencé le montage son. Et après, on a vu vraiment ce qui allait nous manquer. Donc, quand on est allé faire les prises de son à Versailles, je crois que ça faisait, je dirais quoi, peut-être 2 ou 3 semaines qu'on avait commencé. Donc, on avait vraiment déjà les mains dans le cambouis. On savait la matière qui nous manquait, ce qu'on aimerait faire, voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'était fait un peu toute une liste de choses, qu'on avait envie d'essayer. Que ce soit des pas off, des discussions off aussi un peu plus spécifiques. Après les horloges, on ne s'attendait pas à avoir autant d'horloges, donc ça, on était très contents. Et voilà. Et du coup, non, ça a été. Voilà, après, c'est vrai qu'on a eu quelqu'un de formidable à Versailles qui nous a vraiment guidés à l'intérieur. Et voilà, et donc on a pu à peu près faire, on a pu même faire des pas en courant, des pas rapides, on avait plusieurs types de chaussures, donc on s'est bien amusé. Et pour tout ce qui est extérieur, vous êtes parti de zéro, vous avez tout monté en post. On est parti de zéro parce que là, pour le coup, Versailles, c'est excessivement bruyant en fait. C'est entouré de grosses avenues bruyantes. Donc il y a les sirènes, la circulation, il y a les avions. Donc ça c'était les prises les voies qui ont été faites sur les extérieurs. On a pu les nettoyer sans problème, mais ça servait à rien de faire des prises de son. D'ambiance à Versailles actuelle. Enfin, pour le film, ça pouvait pas servir en fait. Voilà. Oui, donc tout a été reconstitué de A à Z. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et grâce à la performance des outils, le nettoyage se fait rapidement. Il n'y a pas de règle. Voilà. Donc c'est à chaque fois on essaye. C'est vrai que maintenant on a de plus en plus d'outils qui permettent vraiment de viser fréquentiellement, d'enlever des ambiances. Donc on essaye.
Voilà, c'est vraiment, on est dans de petits laboratoires et on essaye sur ce type de son. Là, il y a trop de basses, il y a trop de voilà, ou vraiment, par exemple, si même maintenant des sirènes, on peut les enlever, les klaxons aussi. Après, c'est du temps, pardon, et ça abîme aussi. Voilà, faut toujours essayer que ça abîme le moins possible ce qu'on veut garder, voilà. Mais on a quand même vraiment maintenant des outils très performants, voilà. Et par rapport aux autres films d'époque sur lesquels vous avez travaillé, pardon, excusez-moi, lesquels vous avez travaillé, est-ce que il y a eu des choses qui ont été les mêmes sur le film de Dibary? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Petit comparatif. Ouais, petit comparatif. Ouais, c'est vrai que les autres, ça remonte un petit peu. Voilà. C'est un peu toujours les mêmes. Voilà, c'est même quand même un peu les mêmes problématiques sur chaque film d'époque. C'est vraiment recréer. Et le travail, c'est vraiment on fonctionne vraiment par couche. Et en se disant tiens, j'ai besoin de cet élément-là. Donc on va prendre cet élément-là qu'on va retravailler pour le remettre dans l'acoustique. Par exemple, si c'est une calèche, il faut qu'elle passe en vide. Donc c'est vraiment essayer de trouver la calèche la plus propre, de l'acoustiquer. C'est vraiment une succession de couches qu'on va mettre en place parce qu'on n'a pas d'ambiance globale. Donc dans les villes, ça va être par exemple la calèche, le chien au loin, d'essayer de recréer comme ça les sons de la figuration. Parce que c'est vrai que souvent les villes à l'époque, on imagine comme qu'il y a même pas mal de gens dans la rue qui crient un peu, voilà. Donc on essaye comme ça de jouer avec ces différents éléments-là. Voilà. Et à chaque fois, vous travaillez avec des historiens? Je crois pas, je me souviens pas qu'on avait fait appel à d'historiens. Voilà. Mais peut-être que d'autres personnes. Voilà, sur Coco avant Chanel, on était très nombreux. Voilà, donc c'était encore une autre expérience. Donc peut-être qu'il y avait un des monteurs, puis ça remonte un petit peu, et qui avait fait appel à un historien. Voilà, mais peut-être pas autant que là le travail que vous avez réalisé sur Jeanne du Barry. Dans votre cas, dans ce cas-là, nous on en avait besoin parce qu'on avait besoin de savoir ce qui se racontait et de pas et de pouvoir recréer aussi cette animosité avec aussi et de pas toujours quand on allait guider les comédiens, de pas toujours leur dire avec les mêmes, d'employer d'autres termes aussi, d'avoir une richesse au niveau des dialogues aussi, de la figuration, de pas toujours être avec les mêmes choses. Très bien, merci Anne. On va devoir passer aux questions, s'il y a des questions parmi les spectateurs ou en live. Alors, il y a un micro qui circule. On va commencer par le monsieur devant. Bonjour, Frédéric Salle, je suis chef opérateur du son. Je voudrais vous demander si vous pouvez nous parler un peu plus de façon approfondie sur votre approche de recréation d'ambiance d'extérieur. Là, sur Jeanne du Barry, c'était de la nature, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais j'étais confronté sur un film que j'ai tourné à Zanzibar, un long métrage à Zanzibar, qui se tournait dans les années, qui recréait l'époque des années 50. Donc tout ce qui est village, tout ce qui est quartier qui n'existe plus, malgré le fait que j'ai pu rester 3 jours, j'ai pu négocier 3 jours de plus pour faire des sons seuls, après avoir vraiment des ambiances larges de quartiers comme ça s'est avéré impossible, parce qu'il y a toujours des motos chinoises et des appels à la prière, des radios, enfin, la seule chose que j'ai pu faire, c'était son seul, isolé. Donc en fait, et des ambiances dans la nature, vraiment des fonds d'air, loin de tout. Ouais. Mais donc du coup, malheureusement, la post-prod s'est faite en Afrique du Sud, donc j'ai pas pu y assister. Donc je sais pas, il était très content, le monteur son, mais je sais pas comment il a travaillé. Donc vous, quelle est votre approche et qu'est-ce que vous suggérez dans ces situations pour le tournage? Qu'est-ce qu'on peut vous ramener, surtout dans les situations où c'est des lieux qui sont très loin, où on peut pas aller faire des sons pendant la post-prod? C'est un peu chaque film, et c'est à chaque fois c'est toujours un peu particulier.
Après nous, le plus de matière on a souvent, on est quand même souvent assez content parce que même des fois, par exemple, effectivement c'est très bruyant, il y a des mobylettes et voilà, mais tout d'un coup on va avoir peut-être 3-4 minutes de silence où qu'on va pouvoir utiliser. Alors c'est vrai qu'il y a, s'il y a une énorme mobylette qui passe, on pourra malheureusement pas la nettoyer, mais c'est quand même toujours bien d'avoir de la matière faite sur le tournage pour même rien qu'avoir voilà, les acoustiques d'un village, et si on veut essayer de l'avoir par exemple dans l'oreille aussi, nous ça nous guide aussi un petit peu. Alors après si c'est complètement si tout est anachronique, ça sert à rien effectivement. Et après c'est vrai que s'il y a des choses qui peuvent être faites de manière spécifique, pour nous, c'est très utile. Par exemple, je ne sais pas, dans un village, s'il y a des enfants, d'essayer ou d'essayer de trouver un moment un peu plus calme, et d'essayer voilà, tous les moments un petit peu calmes, de pouvoir les utiliser. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on a les mobylettes, les appels à la prière, et si on est derrière un champ où il y a des animaux, on peut effectivement, nous, si c'est très très bruyant, on peut rien en faire. Après, nous, on a quand même des choses après où voilà, nous on va fonctionner après par couche du coup, ou du coup c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est que on va essayer de prendre la calèche la plus possible, qu'on va mélanger aux enfants les plus propres possibles, qu'on va mélanger, mais effectivement, mais du coup c'est beaucoup de temps parce que on peut pas avoir quelque chose d'un peu global. Voilà, on est obligé de mettre que des petites choses spécifiques les unes aux autres. Par rapport au plan sonore, donc par exemple j'ai fait pas mal de jeux d'enfants, mais je fais que 2 plans sonores, un gros plan et un de 3 mètres. Là je pouvais pas aller plus large que ça. Ouais. Mais est-ce que ça vous suffit pour par exemple mettre un groupe d'enfants vraiment au fond? Oui. Ouais. C'est quand c'est trop loin qu'on veut quelque chose de près, ça c'est pas tellement possible. Mais l'inverse, oui, c'est possible. On a vraiment des outils, voilà, on a des. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question dans le public. Bonjour, Todd Warren, je suis sound designer. Versailles, il a énormément de fontaines. Oui. Est-ce que vous avez pris des sons seuls? Est-ce que vous avez fait passer chaque fontaine dans son circuit parce qu'il s'active, il diminue? C'est un caractère à part. Alors, tout à fait. Et alors, il se trouve que dans Jeanne du Barry, il y a très très peu de plans de fontaine. Voilà. Donc on n'a pas été trop. Et quand on a été à Versailles, l'extérieur était excessivement bruyant. Donc ça servait vraiment à rien qu'on enregistre des sons de fontaine. Et nous, les sons de fontaine dont on s'est servi, moi, c'est des choses que j'ai recréées avec des choses que j'avais moi. Voilà. Mais Versailles est tellement bruyant, que ce soit, il y a des voitures électriques, il y a les sirènes, les avions, enfin l'extérieur de Versailles, c'est compliqué, voilà. Donc on a tout recréé après. Voilà. Et en intérieur, les scènes d'intérieur, vous avez utilisé uniquement les sons que vous avez pris à Versailles, ou vous avez utilisé également des sons que vous avez envoyés dans votre sonothèque? Non, des sons aussi que j'avais. Enfin, un mélange des deux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez parlé par rapport au nettoyage de certaines pistes. Vous avez utilisé de l'isotope? Oui. Ouais. Et donc, c'est gagnant-perdant. Oui, parce qu'on peut nettoyer le son original, mais on l'abîme aussi. On l'abîme aussi, voilà, mais on est toujours entre deux. C'est vrai qu'on est toujours dans un petit laboratoire où on essaye, pour détruire le moins possible ce qu'on veut garder, mais on est quand même aussi obligé d'enlever des choses. Voilà, donc on cherche, toujours. Ouais. Et dans les scènes qui avaient besoin de nettoyage, est-ce que vous avez aussi en doubleur les post-synchro, au cas où? Oui, bien sûr, il y a eu la post-synchro de fait, bien sûr. Ouais. Voilà. Il y en a eu, mais pas énormément, je dirais. Ouais. Et une question par rapport à la proximité, des fois, des acteurs. Une fois, moi-même, j'avais une scène, un homme et une femme qui poussent un chariot dans un couloir d'hôtel. Et le son de la femme sur son propre micro n'était pas très bon. Et le son de l'homme sur son propre micro n'était pas très bon. Mais la femme sur le micro de l'homme
était bien, et le contraire. Ouais. Est-ce que vous avez joué un peu avec toute la palette de chef que vous avez eu? Oui, bien sûr. Ok. Après, c'est vrai que nous, moi, peu importe quel micro, moi je prends celui qui est le mieux. Voilà. Donc même si c'est le micro de l'un ou l'autre, on se sert évidemment de celui qui nous semble le mieux, voilà, et le plus efficace, et ce qu'on veut raconter avec. Donc oui. Si c'est le micro d'un autre, ça n'a aucune. Pour moi, ça n'a aucune importance. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une devant. C'est une question un peu plus controversielle. C'est la question de la musique, en fait. Personnellement, sur Jeanne du Barry, j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je sais que ce n'est pas de votre fait à vous, mais comment, en tant que chef monte-son, vous essayez de négocier ou de proposer des alternatives à des scènes où il y a toujours de la musique? Comment ça se passe, les rapports bon, là, je suppose, vous l'avez expliqué tout à l'heure, que les musiques étaient posées déjà au montage image, et on sait tous qu'une musique posée dans l'oreille de la réalisatrice ou du réalisateur pendant le montage image, c'est très difficile de lui faire changer d'avis. Mais comment vous essayez de négocier ça au niveau rapport humain, en fait, tout simplement? Voilà, on en discute. Après, moi, je dis toujours, voilà, moi, je ressens ça, et est-ce qu'on a vraiment besoin de cette musique, et quand le réalisateur, voilà, ou réalisatrice, voilà, veut cette musique à ce moment-là, voilà. Après, moi, je dis toujours ce que je ressens, ce que je pense, et qui me semble pas forcément utile. Mais après, c'est de la discussion, on explique, et puis de toute façon, on fait le film d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, donc voilà. Vous avez la possibilité de faire écouter, en fait, avec un prémix, des fois sans musique. Ah oui, bien sûr. Même on fait souvent des essais. On écoute cette séquence, sans musique, et on en rediscute après en disant, moi, je suis plus avec les personnages là, ou du coup, moi, je perds cette émotion si j'ai pas cette musique, ou je suis beaucoup plus avec les personnages. Donc ça, c'est vraiment des discussions qu'on a et qu'on teste beaucoup, même sur les débuts, les fins de musique. Ça, c'est vraiment et le niveau aussi, évidemment, et comment on l'amène, comment on la perd, comment on joue avec. Donc ça, c'est des questions de très très souvent. Et là, évidemment, qu'on les a beaucoup eu. Après, c'est des choix artistiques, voilà. Et est-ce qu'il y a des moments où justement ces discussions aboutissent à des changements? Oui, très souvent quand même on change, voilà. Là sur, je me souviens plus, il y a eu vraiment des choses je crois qu'on a quand même vraiment gardé vraiment tout ce qui avait été posé au montage image. Je crois pas qu'on ait changé grand-chose, mais il y a des films où effectivement on change jusqu'à la fin, les musiques, les places, voilà, les choses. Voilà. Alors, on a également des questions en ligne. Avez-vous travaillé avant ou après le montage parole? En parallèle. On travaille, c'est vrai que c'est très lié, parce qu'on fait toujours, nous, les niveaux, et on s'adapte l'un à l'autre, en fait. Et moi, je récupérais donc le travail de Katia Boutin qui montait les paroles, et elle avait aussi mon travail, et on s'en parle, et on s'affine, et le travail de l'un est très lié à celui de l'autre, donc on est en parallèle en permanence. Et pour compléter cette question, pouvez-vous nous en dire plus sur cette étape de post-production, le montage parole? Alors c'est un grande étape qui dure, je dirais 5-6 semaines, voilà, vraiment de montage parole. Donc on récupère vraiment toutes les pistes qui ont été enregistrées sur le plateau, et on cherche vraiment à avoir la compréhension la meilleure des dialogues, mais sans perdre aussi les intentions de la séquence. Voilà. Donc c'est à la fois c'est du travail de nettoyage, c'est du travail aussi, on va écouter d'autres prises si par exemple il y a eu un bruit sur une phrase ou une syllabe, ou un bruit parasite ou n'importe quoi. Donc on essaye vraiment d'aller chercher d'autres prises, et que l'ensemble de la séquence soit cohérente. Voilà.
Qu'il n'y ait pas de tout d'un coup sur un axe, on ait beaucoup de fond, sur l'autre, il n'y en a plus du tout. Enfin, voilà, donc c'est vraiment cohérence, compréhension et harmonisation et tout en évidemment gardant ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut transmettre aussi ce qu'on veut raconter de la séquence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui. Combien de temps en avant vous avez reçu le script, le scénario? Je l'ai eu pendant le tournage. Voilà, ouais. Ah. Ouais. Donc vous n'avez pas travaillé avec Maïwenn sur les possibles pièges sonores dans le script même? Non, après, oui, parce que ça a été un peu particulier. Il y a eu des. Voilà. Donc moi je l'ai eu pendant le tournage, mais j'ai assez vite appelé l'ingénieur du son, on en a discuté et voilà. Donc il n'avait pas un rendez-vous équipe son avec le réalisateur avant le film? Avant le film, non. Voilà. Ah. Ouais. Mais ça arrive. Okay. Il y a une question en ligne. Envisagez-vous des prises de son nocturnes lorsqu'il y a trop de bruit la journée? Ça, on peut, mais après, il y a d'autres nuisances aussi la nuit. Donc, effectivement, on peut, mais c'est possible. Voilà. Mais après, il y a d'autres bruits. Il y a d'autres bruits. Il y a toujours de sang. Il y a Versailles, il y a toujours de la circulation, il y a toujours des avions, il y a toujours des choses qui se passent. Voilà. Donc, Et puis peut-être des bruits d'animaux, de bêtes qui sont là la nuit et qui ne sont pas là la journée. Ouais. Oui, sans doute. Enfin, voilà, mais c'est là pour le coup, je pense ça n'aurait pas été très intéressant d'être juste sur les extérieurs de Versailles. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Voilà. Et pour d'autres projets, est-ce que ça peut être une solution? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que Maïwenn était présente au montage son? Oui, après elle était le montage image tout s'est fait un petit peu tout en même temps. Voilà. Donc on a tous travaillé un peu en parallèle parce que il fallait qu'on soit prêt pour Cannes pour la sortie, donc tout a été fait en même temps. Ça l'intéressait le montage son? Elle est très intéressée par le jeu des comédiens. Principalement. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur on avait aussi un comédien qui avait un accent, voilà. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec c'est le jeu des comédiens l'intéresse énormément. Voilà, donc la moindre petite intonation, le moindre petite chose, ça c'était un énorme. Donc elle est très présente au montage parole, du coup. Voilà. Alors il y a une autre question en ligne, et après on prendra une dernière question dans le public. Combien de temps avez-vous travaillé sur le montage son du film? Combien j'ai dû avoir 7 ou 8 semaines de montage son, et il y avait 4 semaines de mixage, mais j'ai continué le montage son pendant le mixage parce qu'en fait on a commencé un petit peu tardivement parce que le montage image n'était pas fini, donc on a préféré être sur des versions le plus abouties possible, et du coup, moi j'ai continué de monter pendant le mixage. Et pour compléter cette question, est-ce que le fait que ce soit un film d'époque allonge le temps de travail? Oui, ça allonge. Enfin, chaque film a toujours ses spécificités, mais c'est vrai que c'est plus long parce qu'il faut vraiment recréer. Voilà, donc on peut pas, on n'a pas des choses déjà existantes, on n'a pas déjà, c'est pas comme une ambiance à Paris ou même à Cannes. Enfin c'est pas des choses qui existent, donc il faut vraiment tout recréer. Donc c'est plus de temps. Voilà, en montage. Alors on a une question dans le public aussi. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé des tournages qui étaient en extérieur, en décor naturel, mais il y a eu beaucoup de studios également sur ce film. Ouais. Est-ce qu'il y a une approche particulière? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la création du son des scènes qui ont été faites en studio? Les scènes en studio. Après, nous, de toute façon, on recrée. Nous, c'est vrai que tout ce qui est au montage parole, vraiment, on garde vraiment tout ce qui est parole. Et après, en montage son,
on rajoute tout ce qui manque et tout ce qu'on veut raconter, que ce soit fait en studio ou en décor naturel. Donc qu'est-ce qu'on veut raconter? Est-ce qu'on est quelque chose? Est-ce qu'on veut entendre la vie de Versailles ou pas du tout? Ou est-ce qu'on veut justement rester dans cette intimité-là? Donc en fait, que ce soit fait en studio ou en décor naturel, en fait l'important c'est qu'est-ce que nous on veut raconter au son. Par exemple, typiquement, par exemple pour la séquence de la mort du roi, où au début, où nous, on était parti dans quelque chose d'assez réaliste, où on entendait toutes les aides qui couraient un peu partout, qui allaient chercher, qui ouvraient des portes. Et en fait, assez vite, Maïwenn me dit non, mais en fait là, il faut vraiment rester avec que Jeanne et le roi, on n'est que dans leur intimité, donc on oublie tout. Donc là, on s'est vraiment resserré sur les personnages et toute l'ambiance en fait n'avait plus lieu d'être, et qu'on préférait rester là-dessus. Donc en fait, que ce soit toujours en studio ou en décor naturel, nous on s'adapte et en premier lieu c'est qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on fait du son du film à ce moment-là. Voilà. Merci, ça sera la dernière question. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour les Cannes techniques à 10h avec Guillaume Rachez qui va nous parler de Perfect Memory. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.